je tiens tout particulièrement à remercier professeur Bousfeha et professeur Naïma Hafidi pour leur confiance et de me permettre de faire cette présentation sur les déficits immunitaires primitifs chez l'adulte. Alors, concernant la prévalence chez l'adulte, elle est faible dans notre pays. Selon les données du registre élaboré par professeur Bousfeha et son équipe, c'est que 5,9% des patients qui ont un diagnostic immunitaire primitif à un âge de plus de 15 ans. Des chiffres qui sont nettement inférieurs par rapport aux autres cohortes internationales, parce que la pathologie dans notre pays, elle est encore mal connue, et souvent il y a des retards diagnostiques. C'est pour ça que les chiffres sont probablement sous-estimés. Donc là, les déficits immunitaires primitifs, il y a un rôle de la consanguinité dans la genèse de ces pathologies, et on se retrouve en tant que médecin d'adultes confrontés à deux catégories de patients à prendre en charge et qui sont totalement différents en ce qui concerne les phénotypes cliniques, mais également la façon de prendre en charge ces patients, à savoir les adolescents et les adultes de plus grand âge. Donc, c'est plus de 350 déficits actuellement identifiés chez l'adulte qui vont toucher l'immunité adaptative ou innée, qui ont une expression qui est très hétérogène et qui ont la caractéristique de prédisposer les malades à faire bien sûr des complications infectieuses, mais il y a aussi un risque de maladies auto-immunes, de lymphoprolifération, de manifestations allergiques décrites tout à l'heure, des manifestations malignes et qui sont parfois le mode de révélation chez l'adulte. Donc, les déficits les plus souvent rencontrés dans la population adulte, ça touche essentiellement l'immunité humorale, notamment le déficit immunitaire commun variable, mais également les autres déficits qu'on retrouve avec une fréquence qui est moindre, et notamment les déficits en complément qu'on voit et les déficits de l'immunité innée. Les déficits immunitaires primitifs chez l'adulte, comme chez l'enfant, sont associés à une morbidité importante avec une altération de la qualité de vie. Il y a la fatigue qui est chronique chez ces patients, l'anxiété, l'interaction avec la vie quotidienne, l'activité sociale, avec l'activité physique, et tout cela va être responsable donc de délais importants et de retard de prise en charge des infections, et il va conditionner le pronostic global avec une mortalité qui n'est pas négligeable. Donc, elle est, bien sûr, elle va être différente en fonction du type de déficit immunitaire. Elle est essentiellement liée aux complications infectieuses, à la maladie pulmonaire chronique, la survenue d'un cancer, des complications cardiovasculaires, de manifestations digestives, notamment inflammatoires, et surtout le délai diagnostique, le retard de prise en charge. Les manifestations cliniques chez l'adulte, elles sont variables. Elles sont souvent modérées par rapport au mode de présentation chez l'enfant. Et on a des présentations cliniques qui sont variables selon la tranche d'âge. Les adolescents, qu'il s'agisse d'adolescents ou bien d'adultes qui sont plus grands, le phénotype est différent. Les modes de présentation cliniques vont être variables, la sévérité également. Il faut toujours vérifier chez ces malades, notamment chez les adolescents, l'histoire familiale, l'histoire néonatale, la consanguinité, et en collaboration avec les pédiatres, chez l'adolescent, on s'intéresse beaucoup à l'histoire néonatale. On commence à apprendre à chercher en fait des symptômes, des complications survenues pendant la période néonatale qui peuvent être en rapport avec certaines maladies, certains syndromes, et d'où l'importance d'une collaboration étroite et de revoir les dossiers médicaux pendant la période, pendant le suivi des grossesses, mais également pendant la petite enfance. Aussi, à l'adolescence, il faut, donc là vous avez des exemples, des signes cliniques qu'on cherche à l'examen qui sont rattachés à certains syndromes. La liste, elle est très longue, donc c'est juste des exemples pour vous les montrer. Et donc au fur et à mesure, en fonction de l'orientation clinique, on va évoquer tel ou tel syndrome. Chez l'adulte qui est plus grand, généralement le système immunitaire est beaucoup plus mature, donc parfois il y a un retard diagnostique parce que dans un contexte d'immunodéficience familiale, on y pense plus rapidement, mais chez les patients qui ont des infections récidivantes, on est beaucoup plus, on s'acharne à chercher des déficits immunitaires secondaires d'abord, et quand on ne trouve pas de déficit immunitaire secondaire, c'est là où on évoquera un déficit immunitaire qui est primitif. Et c'est pour cela que les délais diagnostiques des déficits immunitaires chez l'adulte sont beaucoup plus longs par rapport aux cohortes pédiatriques.
En ce qui concerne les infections, chez l'adulte, c'est souvent des infections sévères récidivantes, que ce soit des infections bactériennes, virales ou parasitaires, mais aussi des infections opportunistes et atypiques. Les sites infectieux qui sont les plus touchés, c'est d'abord la sphère ORL, la pulmonaire, mais également les infections cutanées, puis les atteintes infectieuses qui sont digestives. Il y a certains déficits qui prédisposent les malades à faire plus de complications infectieuses, notamment les déficits primaires donc combinés sévères, les agammaglobulinémies, mais également les déficits de l'immunité innée qu'on voit nous beaucoup en médecine interne. Certains déficits immunitaires primitifs sont associés à un risque d'infection à pneumocoque, notamment les déficits lymphocytaires B associés au T, la splénie isolée, les déficits en complément et les anomalies de l'immunité innée. Aussi, chez certains patients, donc, la prévalence des infections invasives à pneumocoque est les plus importante par rapport à la population générale. En cas de survenue d'infection opportuniste, donc, on évoquera les déficits lymphocytaires B combinés au T. Et là, vous avez des exemples donc, de pathologies qu'on voit même chez la population adulte, tels que le déficit en adénosine désaminase, le déficit partiel, le digorge partiel, et certains déficits immunitaires communs variables associés aux infections opportunistes et avec une baisse des CD4 à moins de 200 par millimètre cube. Je rappellerai que quand on prend en charge ces infections chez les patients adultes, et comme ce que vous faites chez les enfants, on ne se fie pas des sérologies à l'admission, notamment quand on a un déficit de l'immunité humorale, mais on réalise systématiquement l'admission des PCR, que ce soit pour l'hépatite B, pour l'hépatite C, pour le VIH, mais également pour le BV et pour le mégalovirus et les autres types de virus herpès si besoin. À côté des complications infectieuses, donc chez l'adulte, on observe des complications non infectieuses, donc qui peuvent être inflammatoires au niveau pulmonaire. Donc la présentation suivante portera sur ce sujet, donc je ne vais pas le détailler. Il y a aussi le syndrome d'activation lymphocytocytaire ou d'activation macrophagique. On est confronté chaque année à 2 ou 3 cas en médecine interne, à des patients qui se présentent avec des tableaux de fièvre prolongée, cytopénie sévère, hyperféritinémie, hypertriglycéridémie avec hémophagocytose médulaire. Et quand on ne trouve pas d'étiologie évidente, que ce soit infectieuse, maligne, auto-immune, il faut garder à l'esprit, ça peut être un déficit immunitaire primitif, donc il faut toujours chercher dans ce sens. Enfin, donc parmi les autres complications, donc on peut noter également la prévalence de l'atopie chez la population adulte qui peut, des fois, certes c'est rare, révéler un déficit immunitaire primitif. Donc, par contre, les manifestations auto-immunes ou granulomateuses sont rapportées donc, chez les patients qui ont un déficit immunitaire primitif à révélation tardive. 25% des patients qui ont un DICV développent une maladie auto-immune ou granulomateuse et c'est associé à une mortalité qui n'est pas négligeable, que ce soit les cytopénies auto-immunes, les thyroïdites, les atteintes digestives inflammatoires, mais également telles que les hépatopathies auto-immunes et les atteintes rénales inflammatoires. Donc là, vous avez des données du registre français où on voit que la prévalence de ces manifestations auto-immunes au cours des déficits immunitaires primitifs est les plus importante que la population générale. C'est les cytopénies auto-immunes qui sont les plus fréquentes, suivies par les troubles gastro-intestinaux, les atteintes cutanées auto-immunes et puis les affections rhumatologiques, que ce soit le tableau de lupus, Gougerot, ou l'arthrite rhumatoïde. Et puis, les déficits qui sont associés de façon significative à la survenue de maladies auto-immunes, c'est le déficit immunitaire commun variable, les déficits en cellules T et les déficits de l'immunité innée. Bien sûr, le risque de faire une maladie auto-immune augmente avec l'âge, comme on voit sur cette courbe-là. Donc, avec l'âge, on a l'augmentation du risque de faire une manifestation auto-immune, mais aussi la mortalité chez ces malades est corrélée à la présence des manifestations auto-immunes. Au cours du déficit immunitaire commun variable, donc qui est le plus fréquent déficit primitif chez l'adulte, on note une prévalence donc de cytopénie auto-immune, les entéropathies inflammatoires, les thyroïdites, mais on peut observer également des cas de lupus, d'uvéite, maladie cœliaque et vitiligo.
Alors, comment expliquer la survenue de ces déficits immunitaires, de ces manifestations auto-immunes au cours des déficits immunitaires primitifs de l'adulte? Donc, c'est multifactoriel. C'est généralement une perte de la tolérance immunitaire, donc qui peut être multifactoriel. Donc, c'est d'abord, on a un défaut de régulation de l'apoptose, la perte de la tolérance centrale et périphérique, la production de cytokines inflammatoires, donc, et la lymphopénie, mais aussi une activation qui est anormale du système immunitaire. Tout cela est corrélé au développement à long terme chez les malades de manifestations ou maladies auto-immunes. En ce qui concerne les cytopénies auto-immunes, donc elles sont souvent rapportées donc, au cours du DICV et du syndrome lymphoprolifératif associé à manifestation auto-immune. Ces cytopénies, elles peuvent toucher donc, plusieurs lignées, donc que ce soit les anémies hémolytiques auto-immunes ou thrombopénie immune ou le syndrome d'Evans. Au cours du DICV, 15% des patients peuvent faire une thrombopénie immune, 5% d'anémie hémolytique auto-immune vers un âge jeune, vers 29 ans, et 4% un syndrome d'Evans. Et puis on a la dernière entité qui est le syndrome lymphoprolifératif, le syndrome de lymphoprolifération auto-immunité, où on peut observer 50% des patients qui vont faire une anémie hémolytique auto-immune. Donc là, vous avez les critères diagnostiques maintenant qui sont révisés donc pour définir ce syndrome lymphoprolifératif auto-humain avec des critères obligatoires, notamment la présence d'une splénomégalie adénopathie persistante de plus de 6 mois, non infectieuse, non tumorale, une augmentation des lymphocytes T double négatifs CD3+, et présence de critères accessoires primaires ou secondaires. Donc, et on a dans ces critères primaires ce défaut d'apoptose des lymphocytes, la mutation somatique ou germinale des gènes du FAS au FAS ligand au caspase-10, et dans les critères secondaires, on a l'augmentation de la vitamine B12, du FAS ligand soluble ou DL10, et on a aussi la présence de cytopénie auto-immune qu'on vient de décrire, les anomalies immunohistochimiques typiques en anatomopathologie, et surtout l'histoire familiale de lymphoprolifération non infectieuse, non tumorale. Donc cette entité récente mérite d'être cherchée quand on a un syndrome d'Evans qui est atypique, mais aussi devant chercher, s'il vous plaît, devant toute cytopénie auto-immune, telle que thrombopénie immune ou anémie hémolytique, il faut chercher un déficit immunitaire primitif. Parmi les autres manifestations auto-immunes, il y a les rhumatismes inflammatoires et les conjonctivites. Donc, ils sont observés chez 15% des déficits immunitaires communs variables et syndrome d'hyper-IgM, donc notamment l'arthrite juvénile idiopathique, la polyarthrite rhumatoïde, des cas de lupus qui sont décrits, les maladies Gougerot et des vascularites. Donc, la survenue de ces maladies, donc, elle est souvent associée à une réplication d'agents infectieux, notamment virales, que ce soit le BV, le CMV, le parvovirus B19 et certaines infections intracellulaires qui sont des agents beaucoup plus déclencheurs. Les caractéristiques de ces rhumatismes inflammatoires au cours des déficits immunitaires primitifs, c'est qu'ils surviennent à un âge précoce, la transmission souvent mendélienne familiale et des présentations cliniques qui sont souvent sévères avec un risque infectieux qui est majeur chez les malades et qui va être aggravé par l'utilisation de la corticothérapie, parfois les immunosuppresseurs ou biothérapies qui augmentent de façon non négligeable le risque infectieux dans cette population. Et un risque donc de décès. Donc, puis on a les granulomatoses. Donc, les granulomatoses, donc se voient dans les déficits immunitaires communs variables et dans les déficits en sous-classe d'immunoglobuline, donc 10 à 15% des malades. Elle est corrélée à une morbidité, mortalité, donc qui est considérable. Donc, notamment quand on a une forme systémique qui est associée aussi à un risque de survenue de lymphome dans 30% des cas. Ces granulomatoses ne répondent pas aux immunoglobulines et par contre elles présentent des problèmes diagnostiques avec la sarcoïdose que nous on a appris à reconnaître et là sur ce tableau vous avez certains éléments qui nous permettent d'orienter devant une granulomatose le diagnostic vers un DICV plutôt qu'une sarcoïdose, notamment par certaines caractéristiques. Les symptômes respiratoires sont fréquents dans le granulomatose au cours du DICV. Les signes généraux, par contre, sont les mêmes dans les deux entités. Par contre, on a des manifestations auto-immunes au cours des granulomatoses associées à une DICV qu'on ne retrouve pas dans la sarcoïdose. Les atteintes oculaires, les atteintes cutanées comme l'érythème noueux, les uvéites ne sont pas habituelles au cours des granulomatoses dans le DICV. Et puis, on a le taux d'immunoglobuline qui permet de trancher. Généralement, quand on n'a pas d'hypergamma polyclonal, ce n'est pas une sarcoïdose. Ça, c'est des choses qu'on disait d'ailleurs aux étudiants. Et quand vous avez donc une hypogammaglobulinémie avec une granulomatose, pensez à un déficit immunitaire commun variable.
En ce qui concerne les autres manifestations cliniques, donc qui peuvent compliquer un déficit immunitaire comme un variable chez l'adulte, mais aussi qui peuvent être le mode de révélation, c'est la survenue de cancer. La survenue de cancer, donc, se voit essentiellement dans les tranches d'âge à partir de 45 ans jusqu'à 65 ans, que ce soit le risque de lymphoprolifération, certains cancers gastriques, le risque de leucémie, qui est plus important par rapport à la population générale, sans différence de sexe. Là aussi, le rôle dans les lymphoproliférations, il y a le rôle donc de certains agents infectieux qui incriminent notamment le BV. Il faut toujours évoquer la possibilité d'avoir une néoplasie, notamment quand on a un syndrome tumoral chez un patient qui est suivi pour un déficit immunitaire primitif. Les autres manifestations cliniques qu'on peut observer, donc, c'est les entéropathies inflammatoires avec des troubles fonctionnels digestifs, les malabsorptions, les endocrinopathies auto-immunes, les atteintes inflammatoires de l'œil, les atteintes neurologiques granulomateuses qui peuvent être le mode de révélation du déficit. Et un dernier point qui est important, ça a été donc rapporté ce matin, donc le BMI qui est bas. Souvent, les patients qui ont un déficit immunitaire primitif, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, il y a souvent une dénutrition. Donc, c'est un élément qu'il faut prendre en considération et c'est un facteur qui est pronostique chez les malades. Il est associé à une morbidité, il augmente le risque de complications infectieuses, donc il faudra gérer. Il est associé aussi, la dénutrition, à la présence de granulomes. Et souvent, les patients qui ont un DICV à révéler un âge très précoce, c'est eux qui gardent la dénutrition. D'ailleurs, nous, dans le service, les patients qu'on a récupérés de l'hôpital d'enfants, ils ont tous un BMI qui est bas. Donc, probablement qu'on a des efforts à faire de ce volet pour améliorer donc, l'apport nutritionnel chez ces patients. Maintenant qu'on a vu les manifestations cliniques chez l'adulte, quel examen pratiquer pour identifier le type de déficit immunitaire? Donc, c'est rien de différent par rapport à l'enfant. Donc, toujours il y a la clinique, on voit le carnet de santé de l'enfant, l'histoire de la personne, donc le carnet de santé, l'histoire familiale, les antécédents, l'examen clinique bien sûr. Et nous, d'abord, on cherche un déficit immunitaire secondaire, notamment on voit c'est pas un pic monoclonal électrophorèse des protides, la sérologie VIH, et puis par la suite on procède aux autres examens de première et deuxième intention, comme l'immunophénotypage lymphocytaire, le dosage des fractions d'immunoglobulines, l'étude des fonctions des polynucléaires neutrophiles, le test d'explosion oxydative des polynucléaires neutrophiles en cas de suspicion de granulomatose septique chronique. On dose des fractions du complément et dans les cas qui sont compliqués, si on a la possibilité de faire des mutations de gènes. Donc là, bien sûr, comme je l'ai dit, d'abord, il faut éliminer les causes secondaires d'immunodépression, que ce soit des hémopathies, une entéropathie exudative, des syndromes néphrotiques, les médicaments qui peuvent être responsables, notamment lymphopénie, une hypogammaglobulinémie, et d'autres pathologies rares qui sont responsables d'immunodépression secondaire. Donc là, vous avez juste un algorithme de prise en charge, donc de conduite diagnostique. Quand on a des signes d'alerte qui évoquent un déficit immunitaire primitif, on fait un hémogramme, un frottis sanguin, un dosage donc des immunoglobulines et donc si c'est normal, si le mode de présentation est sous forme d'infection bactérienne et fongique récurrente, on va faire plutôt le test d'explosion oxydative des polynucléaires neutrophiles, dosage des IgE, donc pour le syndrome d'hyper-IgE. Sinon, si on est devant un tableau de granulomatose septique chronique. S'il s'agit d'infections bactériennes récurrentes, on dose des sous-classes donc pour voir est-ce que c'est un déficit et le complément pour orienter vers un déficit du complément ou en sous-classe d'immunoglobulines. Et puis pour le reste, quand on fait un immunophénotypage lymphocytaire T, B et NK, on s'oriente vers le type de déficit donc, qui touche les lymphocytes B ou T ou les NK. Donc là, vous avez comment on interprète donc, en ce qui concerne les déficits en complément en fonction des différentes fractions, CA50, C3, C4, la P50. Je pense que ça a été déjà débattu ce matin. Et puis par la suite, donc une fois qu'on a posé le diagnostic, la prise en charge thérapeutique. Donc c'est les immunoglobulines intraveineuses, donc avec des objectifs de résiduel qui va être variable en fonction de la pathologie, le diagnostic qui est retenu. Chez l'adulte comme chez l'enfant, l'antibiothérapie curative, elle doit être rapide en cas d'événements infectieux, dirigée contre les bactéries encapsulées et plus ou moins élargie en cas de dilatation de branches. En cas de granulomatose, on a souvent besoin des corticoïdes, les antipyridines de synthèse. On peut avoir recours dans les formes réfractaires à la cyclosporine, les anti-TNF ou le méthotrexate. Et pour le phénotype auto-humain associé à une lymphoprolifération, c'est la corticothérapie aux anti-TNF. On évite souvent chez les malades qui ont des cytopénies auto-immunes de mettre le rituximab ou la spénectomie parce qu'elle augmente le risque infectieux et la mortalité chez les malades.
Et puis, donc, dans les cas réfractaires, donc, discuter donc, avec les hématologues, donc l'allogreffe de la moelle, éventuellement thérapie génique. Ne pas oublier la vaccination, c'est un volet très important. Juste rapidement, donc, on a les vaccins qui sont vivants, ils sont en général contre-indiqués. Les vaccins inactivés sont safe. Ne pas oublier, on est bientôt en période bientôt la période de la grippe, donc vaccin de la grippe. Maintenant, on ajoute le vaccin du papillomavirus, donc à partir de l'âge de 15 ans. Le vaccin pneumocoque hémophilus méningocoque, notamment quand on a un défaut d'immunité qui est inné. Et ne pas oublier que même pour les patients qui sont sous immunoglobulines, les seuls vaccins qu'il faut maintenir, c'est le vaccin de la grippe, le papillomavirus. Certes, c'est des vaccins, peut-être la réponse vaccinale n'est pas importante, mais il y a quand même un effet sur l'immunité donc qui est cellulaire, donc il faut quand même les faire. Et pour les personnes qui font les injections cutanées, faire juste l'injection à distance du site. Là, vous avez juste les recommandations vaccinales, donc, et aussi l'antibiprophylaxie en fonction du type de déficit. Donc voilà. D'accord. Alors, en ce qui concerne maintenant dans la prise en charge thérapeutique, ne pas oublier surtout d'éduquer les patients, c'est un volet très important. Organiser la zone de transition adolescent, jeune adulte avec l'équipe de pédiatrique pour qu'il n'y ait pas de patients perdus de vue ou qui refusent de consulter ou d'être suivis dans une structure d'adultes. Et au cours du suivi, des choses qu'on fait systématiquement, c'est l'échographie annuelle et l'endoscopie tous les 2 ans pour dépister notamment des cancers digestifs. Le scanner thoracique haute résolution, l'EFR quand il y a une atteinte pulmonaire pour dépister et prendre en charge précocement les dilatations de branches et un dépistage précoce des maladies, manifestations auto-immunes. Donc j'arrive à la conclusion. Donc c'est des syndromes qui sont complexes et variables chez l'adulte. La prévalence, elle est malheureusement encore sous-estimée. Donc on a beaucoup d'efforts donc pour diagnostiquer ces malades. Fréquence des manifestations infectieuses et auto-immunes chez l'adulte qui peuvent être le mode de révélation. Le pronostic dépend de la rapidité de prise en charge, de l'organisation de la période de transition enfant-adulte. Ne pas oublier que le pronostic aussi global chez les malades, il est lié à la survenue d'auto-immunité, une granulomatose inexpliquée et la lymphoprolifération. Et je vous remercie.